est 13h à Conakry. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Le ministre secrétaire général de la présidence de la République sur les chantiers de la refondation, général Amara Kamara, s'est rendu à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Les travaux d'extension et de modernisation évoluent bien. Et puis plusieurs Guinéens sont rentrés de Libye, un retour volontaire pour lequel il remercie le chef de l'État général Mamadi Doumbouya. L'OIM et le ministère des Affaires étrangères agissent ensemble dans cette opération. Il sera question de sport avec le tournoi scolaire de Dakar. Les U15 guinéens participent à la compétition avec brio. Les équipes masculines et féminines sont déterminées à honorer le drapeau. On fera le point avec notre envoyé spécial. Mesdames et messieurs, bonjour. L'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et la construction du centre directionnel de Koloma constituent donc deux initiatives phares du chef de l'État général Mamadi Doumbouya. Sur ces deux sites, les travaux sont en cours. Le ministre secrétaire général de la présidence était sur le terrain pour apprécier le niveau d'exécution des chantiers. Fatoumata Kourouma. La Guinée s'engage résolument dans la voie du développement socio-économique durable et responsable sous l'impulsion du président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Parmi les multiples chantiers amorcés depuis le début du processus de refondation, deux chantiers phares sont actuellement en cours dans le cadre du programme Simandou 2040. L'extension de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré et la construction du centre directionnel de Koloma. Lors d'une visite sur le chantier de l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry, ce mercredi 11 décembre 2024, le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Kamara, accompagné de l'administrateur général de l'administration et contrôle des grands projets, de la chef de cabinet du ministère des Transports et des cadres de la SOGEAC, a pu constater les avancées de ce projet présidentiel. Le délai prévisionnel est ambitieux, avec une livraison attendue dans les prochains mois, car le respect du planning est une priorité majeure pour mener à bien ce projet d'envergure dans les temps. Ce projet est subdivisé en deux phases. La première phase du projet est à un taux d'exécution de 80%. Le délai prévisionnel pour la réception des travaux est prévu pour le premier trimestre 2025. Et la deuxième phase, les études sont en cours. Nous comptons démarrer les travaux de la deuxième phase au courant du deuxième trimestre de 2025. Nous allons faire l'expansion de l'aéroport tout en modernisant ces installations. Une nouveauté dans ce projet, l'actuel terminal a une capacité de 500 000 passagers et le futur projet, le terminal qui est le bâtiment principal, aura une capacité de 3 millions de passagers extensible à 4. Le fret existant a une capacité de 5 000 tonnes. Le futur aura une capacité de 20 000 tonnes avec tous les équipements modernes, c'est-à-dire les quais de débarquement qui ne sont pas dans l'existant, ainsi de suite. Aussi, notre actuelle centrale électrique qui est très importante pour le fonctionnement de l'aéroport est aujourd'hui en état de vétusté très poussé. Donc il y aura également une nouvelle centrale électrique, également la tour de contrôle. Sa position n'est pas conforme à la norme, donc on aura une nouvelle tour de contrôle qui répondra aux exigences de l'OACI. Un aéroport est géré suivant une norme. Un avion qui quitte un aéroport européen doit accueillir dans les mêmes conditions que les conditions de départ. Au-delà du respect des délais, le respect des cahiers des charges est également une priorité essentielle pour les autorités. Ainsi, elles veillent à ce que ce projet s'inscrive pleinement dans une logique de développement durable. Cette visite qu'on a eue aujourd'hui nous a permis de constater l'avancée des travaux et de s'assurer effectivement que les travaux qui sont effectués sur le terrain répondent aux standards et aux normes. Vous savez, les aéroports sont régis par des standards et des normes internationaux. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui on assure un suivi régulier et la supervision des travaux pour s'assurer que le produit fini correspond aujourd'hui à la vision et aux attentes de la refondation prônée par le chef de l'État. Depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre, sous le leadership du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, notre pays est en train de connaître des projets ambitieux, des projets vraiment structurants.
Et c'est dans ce cadre en fait qu'il a été assigné au ministère des Transports de faciliter la mobilité de nos concitoyens et puis d'offrir des infrastructures de transport qui vont permettre en fait de répondre à la croissance de la population. À date, ce projet a bien avancé et il va permettre d'accueillir jusqu'à 3 millions de passagers et donc de permettre aussi à notre aéroport de se certifier. Qui dit aéroport certifié, ça va permettre d'attirer plus de compagnies qui vont venir dans notre pays et donc ça va impacter aussi le coût des billets d'avion qui aujourd'hui restent chers sur le marché. Les principaux objectifs de cette expansion visent à accroître les capacités de l'aéroport pour répondre à la forte croissance du trafic aérien, à améliorer l'expérience des passagers et à renforcer les performances opérationnelles de la plateforme, ce qui pourrait générer des bénéfices considérables pour la Guinée, notamment en termes de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement international. Cette visite fait partie de la programmation des activités que nous avons avec l'administration et le contrôle des grands projets. La présidence étant sa tutelle et lui, dans ses missions régaliennes, d'assurer le contrôle et le suivi de tous les chantiers de l'État. Donc nous avons programmé cette visite. Dans cette visite, on a fait appel à toutes les entités. Le ministère des Transports duquel l'aéroport relève, également tous les partenaires Al-Barak et les bureaux de contrôle pour voir techniquement ce qui se passe sur le terrain, voir le niveau d'avancée des travaux et s'assurer du respect du délai contractuel. Globalement, une très belle visite. La présentation nous a permis, la visite également nous a permis de savoir que nous sommes très avancés dans l'exécution des travaux dans la première phase, de les livrer à la fin du premier trimestre de 2025. Globalement très satisfaisant et cela permettra considérablement d'améliorer les conditions de voyage des compatriotes mais aussi des étrangers qui viennent en Guinée, mais augmenter la capacité d'accueil des voyageurs aussi qui viennent en Guinée. En gros, nous partons sur une projection d'environ 3 millions de passagers dans un futur très proche, ce qui est très bien et qui participe clairement à la vision de repositionnement du pays que le chef de l'État a prôné au lendemain du 7 septembre. Très satisfaisant. Nous partons sur une très bonne note. Nous reviendrons très rapidement pour nous rassurer que la fin du premier trimestre sera effectivement atteinte et nous serons très heureux très rapidement que le chef de l'État vienne sur ce chantier l'inaugurer et comme il a fait pendant le lancement. Après la visite de l'aéroport, la délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence s'est rendue sur le chantier du centre directionnel de Koloma, un autre projet phare enclenché par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ce centre, dont la supervision est confiée à la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI, regroupera 12 bâtiments administratifs de 7 étages, 2 parkings de 2 étages, un centre de réunion et des infrastructures connexes. L'objectif est d'offrir des conditions de travail modernes et adaptées au personnel de l'État. Ce gigantesque chantier, qui s'inscrit dans le processus de refondation engagé depuis septembre 2021 et la mise en œuvre des 5 piliers du programme Simandou 2040, témoigne de la volonté inébranlable du président Mamadi Doumbouya d'améliorer significativement les conditions de vie des Guinéens. Chaque pierre posée, chaque structure érigée symbolise un pas de plus vers une prospérité pour tous les citoyens. En seulement 3 ans, des projets d'envergure ont vu le jour, transformant le paysage guinéen et apportant des solutions concrètes aux défis quotidiens. Ces réalisations ne sont pas seulement des infrastructures, mais des promesses tenues et des rêves réalisés pour le bien-être de la population. Et puis, lutte contre la grande criminalité, le procureur de la République, après la Cour d'appel de Conakry, vient de réquisitionner, vous le savez, la force publique. Et depuis, une vaste opération de déguerpissement est en cours dans la capitale. Il s'agit de lutter contre des individus mal intentionnés et d'assainir les ports de pêche et débarcadères de Conakry. Et c'est le procureur lui-même qui supervise les
C'est par le port artisanal de Teminataï que l'opération de déguerpissement a démarré en début de semaine. Les travaux se sont poursuivis au port de Boussra. Partout, des encombrants physiques sont dégagés, ce qui a permis de découvrir par endroits des quantités de drogue. L'opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité, une synergie entre le parquet général de Conakry et autres acteurs impliqués dans la lutte contre le trafic et la consommation de la drogue. Ces lieux constituent aujourd'hui un lieu de prédilection de tout genre de délits et de crimes. La vente, la consommation, le trafic de stupéfiants et de produits dépresseurs, la prostitution, pour ne citer que cela. Sans compter le fléau que cela engendre sur la santé, les épidémies. Nous sommes déjà là suite à une réquisition que M. le procureur général a déjà lue à la télé et que chaque Guinéen a vu. Et suite à ça, il en a ordonné, il a sorti une réquisition maintenant nous permettant de procéder au déguerpissement et au démantèlement de toutes les zones criminogènes. Des opérations similaires ont été menées au port de pêche de Kolé à l'Insebougni. La direction nationale de la DATUI et les autres parties prenantes se sont engagées à accompagner cette action. La première des choses, c'est de chercher à sécuriser les lieux. Parce que si je vous dis, cette zone-là est devenue vraiment un nid de bandits. Donc il faut débarrasser vraiment ces zones-là vraiment de ces bandits. En même temps, c'est devenu un lieu pour vendre les stupéfiants. Donc c'est la sécurité d'abord de la zone. On va s'attaquer à ça pour un premier temps. Et les autres projets maintenant qui seront orientés ici, vous allez les voir au fur et à mesure. À date, on a 440 zones criminogènes dans toutes les communes, 13 communes de Conakry. Alors, nous nous sommes fondés sur les dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale, qui a dévolu au parquet général et au parquet d'instance deux missions. Une mission de prévention et une mission de répression. Un projet d'aménagement des sites de guerpillés est entrepris afin d'éviter le retour sur les lieux des anciens occupants. Et puis la justice guinéenne rassure les partenaires depuis la conduite du procès du 28 septembre et c'est ainsi qu'un institut international basé en Italie accompagne la Guinée dans la qualification des magistrats et officiers de police judiciaire. Ils sont formés sur la façon de mener des enquêtes et de poursuivre des crimes. Tcherno Younoussaba. Cette formation est destinée aux magistrats et officiers de police judiciaire guinéens. Elle fait suite à l'intérêt suscité à l'international par la décision historique dans l'affaire du 28 septembre. Cet engagement en matière de lutte contre l'impunité a amené l'Institut international Syracuse pour le droit pénal à offrir cette formation sur les enquêtes et poursuites sur les crimes internationaux les plus graves. Les deux programmes qui ont été développés d'abord en Géorgie puis maintenant en Guinée sont des programmes pilotes puisque nous avons vu la bonne volonté, l'envie des autorités guinéennes de former leurs magistrats et leurs enquêteurs pour ces crimes les plus graves. Les magistrats, les OPJ qui sont présents vont partager des expériences avec les experts de l'Institut Syracuse et ceux qui sont venus de la Cour pénale spéciale de Bangui. Et puis, au plan national, ça il faut le souligner, nous avons le procureur audiencier du procès du 28 septembre qui va appuyer ces experts. La Guinée et la Géorgie sont les premiers pays bénéficiaires de cette formation intitulée Plateforme régionale de formation sur les crimes d'atrocité REACT. À travers la coopération française, Expertise France accompagne l'Institut international Syracuse, basé en Italie, dans le développement de cet ambitieux projet afin de fournir une assistance technique aux États sensibles aux questions de crimes d'atrocité. L'objectif à long terme du projet REACT est, en réalité, d'établir une plateforme de formation régionale en proposant une approche pratique, favorisant les formations initiales et continues des acteurs visés, notamment les magistrats du siège et du parquet, à partir d'analyses de situations et de cas concrets et une formation des formateurs. Cette formation est animée par des experts comme le procureur de la Cour spéciale de Bangui. Au-delà de la lutte contre l'impunité, ces magistrats et enquêteurs sont préparés à mieux combattre ces crimes avec des enquêtes approfondies et respectueuses des droits humains.
Dans l'actualité encore, les activités de la Semaine nationale de la citoyenneté se poursuivent à Conakry. C'est une idée du gouvernement qui vise à amener les populations à jouer leur partition dans le processus de développement de notre pays. Et pour cette année, la semaine se déroule sous le thème « Asseoir une citoyenneté démocratique responsable pour construire une Guinée nouvelle ». Amadou Touré. C'est le lancement de la 5e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix Sénacip. Elle est placée sous le thème « Asseoir une citoyenneté démocratique responsable pour construire une Guinée nouvelle ». L'objectif à travers ce thème est d'amener les populations à prendre conscience de leur contribution au processus de développement de la Guinée. Qu'il me soit permis, avant tout propos, de m'acquitter d'un devoir de reconnaissance à l'endroit du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour sa lumineuse vision de créer une agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, en vue de mettre à l'honneur les valeurs fondamentales indissociables de la vie en société et favoriser une prise de conscience citoyenne en Guinée. La Sénacip constitue pour la jeunesse guinéenne une période de réflexion, de renouvellement de notre engagement envers la paix et le renforcement de la cohésion sociale. En tant que porte-voix de toute la jeunesse guinéenne, en ma qualité de président du Conseil national des jeunes, je souhaite souligner notre rôle indispensable dans la célébration de cette semaine. Depuis ce 11 décembre jusqu'au 17 du même mois, des séances de sensibilisation seront organisées par les cadres de l'Agence nationale de promotion de la citoyenneté et de la paix en rapport avec ceux du ministère de la Justice et des droits de l'homme sur le respect et la valorisation de nos signes et symboles qui constituent notre identité. Il a été constaté par tous depuis quelques années la recrudescence des actes d'incivisme à travers des violences, les défiances des autorités, le développement de la justice privée, les revendications de plus en plus violentes, pour ne citer que cela. La citoyenneté réfère à un ensemble de valeurs, de normes et de comportements qui régissent la relation entre l'État et les citoyens. Cette relation est basée sur la participation active et patriotique des citoyens à la vie publique, le respect des lois et des institutions ainsi que l'exercice responsable des droits et libertés. La Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix Sénacip est aussi et surtout une initiative de mobilisation citoyenne pour une promotion des valeurs civiques et républicaines, socle du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Ils sont également de retour en Guinée. Je le disais au sommaire, une centaine de nos compatriotes viennent de rentrer de Libye. Un retour volontaire facilité par le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Le programme est mis en œuvre par le ministère des Affaires étrangères et soutenu par l'Organisation internationale pour les migrations. Makeme Dozo. Ils sont au total 115 jeunes Guinéens, dont 18 enfants et 15 femmes, à rentrer au Bercail ce soir. Pour eux, c'est la fin d'un long chemin de croix. Désormais, ils vont participer activement aux efforts de développement du pays. C'est du moins tout le sens de ce retour après l'immense calvaire subi sur les sentiers libyens et dans le désert. Accueillis par le ministre des Affaires étrangères, Dr Morissanda Kouyaté, ces jeunes compatriotes se disent tout heureux de pouvoir compter sur leur nation. Je salue tous les Guinéens et je voudrais dire merci particulièrement au général Mamadi Doumbouya. C'est grâce à lui que ma fille et moi sommes aujourd'hui dans notre pays. Vraiment, je le remercie. Nous sommes fiers d'être Guinéens, nous sommes contents de l'ambassade. Nous savons ce que nous avons subi en Libye, c'est inimaginable. Nous remercions le ministre qui a toujours montré qu'il se soucie de nous. Et nous sommes contents de ce geste du président Mamadi Doumbouya. Désormais, ambassadeur auprès d'autres jeunes sur les risques de la migration irrégulière, ses compatriotes sont tout heureux
de sentir à nouveau l'air pur de la liberté grâce à l'engagement du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. La Libye c'est pas bien, mais la Tunisie c'est pire. S'ils te prennent, ils te frappent et te jettent en prison. On a encore des amis qui sont détenus en prison et ne savent pas comment en sortir. Président Mamadi Doumbouya, yo wallito men vraiment no ben don kadi hettora Guinéen de sukabe buyno soki Libye. Nous demandons au président de nous aider, d'aider les jeunes. C'est dur la Libye. On est nombreux là-bas à ne pas avoir de papier. Même notre représentant n'en a pas. Merci au président Doumbouya. Si on nous disait qu'un président pouvait faire ça pour sa population, sincèrement, on n'y aurait pas cru. Le pont aérien est maintenu. Les Guinéens en difficulté, partout dans le monde, sont volontairement ramenés au pays. Le chef de la diplomatie guinéenne y attache du prix. Pour Dr Mourisanda Kouyaté, la prise en compte des préoccupations des Guinéens établis à l'étranger est l'essence première du rôle de son département. Et puis vers la mise en place de la politique nationale de l'information et de la communication, le document focalise en ce moment l'attention des professionnels au centre des discussions, les différentes thématiques qui doivent concourir à l'élaboration de ce document qui doit révolutionner les pratiques de l'information et de la communication en Guinée. Amadou Baïlo-Bari. Dans les prochains jours, la Guinée va se doter pour la première fois d'un document de politique nationale de l'information et de la communication. C'est une initiative du gouvernement en collaboration avec le PNUD qui vise à mobiliser et impliquer tous les acteurs dans le processus d'élaboration de ce document. Il va aussi permettre aux partenaires de mutualiser leurs efforts pour relever les défis en fonction des priorités définies par l'ensemble des parties prenantes. La gestion de l'information et de la communication devient un levier essentiel pour renforcer la gouvernance, promouvoir la démocratie, garantir les libertés fondamentales et stimuler le développement durable. C'est dans cette optique que le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamadi Doumbouya et du premier ministre chef du gouvernement, a initié l'élaboration de la politique nationale de l'information et de la communication. Il s'agit d'un moment de réflexion et de concertation où chacun pourra partager ses idées, ses préoccupations et ses suggestions. Nous devons tenir compte des défis contemporains, l'émergence des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'essor des réseaux sociaux ainsi que l'importance de la régulation des contenus. Le document de politique nationale de l'information et de la communication tient compte de la vision déclinée dans le programme Simandou 2040 et sera un outil qui servira tous les départements sectoriels. Le projet d'élaboration de la politique nationale de l'information et de la communication est le fruit d'une volonté politique exprimée par les autorités à travers le ministère de tutelle et le PNUD s'est engagé à soutenir et d'accompagner cette initiative. Mesdames, Messieurs, dans un monde en constante évolution où l'information et la communication sont un enjeu stratégique de premier ordre, il est important pour la Guinée de se doter de cette politique. C'est le cadre stratégique de l'activité de tous les acteurs du secteur de l'information et de la communication. Et comme vous le savez, l'information et la communication ont une grande incidence sur la société. Une mauvaise communication peut entraîner des troubles dans un État. Donc, au regard de ces exigences, de ces contraintes, on ne peut pas continuer à naviguer à vue dans le secteur de l'information et de la communication. Cet atelier prévu du 11 au 12 décembre réunit des professionnels de la communication et les hommes de médias publics et privés, tous engagés à matérialiser cette initiative pour mieux répondre aux exigences du monde contemporain. Dans l'actualité encore, le concours d'accès aux écoles de santé a été officiellement lancé hier à Conakry. 2 niveaux sont concernés par ces évaluations, le BPC et le baccalauréat. Et ce sont justement les candidats de niveau bac qui ont donné le ton cette année, avec pour particularité l'utilisation des tablettes dans les salles d'examen. Les épreuves sont lancées à Demoudoula par les responsables des ministères de la Santé et de la formation professionnelle. Nabila Moussa Kamara.
Au groupe universitaire ISIM à l'université Aguiboubari située à Demodola, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi et le ministre de la Santé ont officiellement lancé les épreuves du concours de recrutement dans les écoles techniques publiques et privées en Guinée. Nous sommes venus pour procéder au lancement de ces épreuves-là. Et pour le moment, tout s'est très bien passé. Pour qu'on qualifie les soins, il faut qu'on qualifie le personnel. C'est dans ce cadre que nous sommes là et nous espérons qu'à l'issue de ce concours-là, nous aurons des agents de santé bien qualifiés que nous pourrons affecter dans nos structures de santé. Que ce soit à l'enseignement supérieur ou bien à l'enseignement technique, le privé a investi énormément pour créer des salles de compétences vraiment de qualité. Une évaluation des 2 ministères a été organisée. Avant le démarrage des épreuves, les candidats sont informés et orientés sur le processus de l'évaluation et le mode d'utilisation des tablettes. Une innovation appréciée de tous. La plupart de ces candidats ont l'habitude de manipuler les smartphones. C'est à peu près la même chose. Et la seule différence, c'est que le concours se passait d'avant de façon papier. Comme vous le savez, maintenant, ce n'est plus ça. Comme on migre vers la digitalisation, il est question d'apprendre les enfants ce qui les attend, même dans le monde du travail. Dans le monde du travail, aujourd'hui, si tu n'es pas dans le numérique, c'est difficile d'en sortir. Cette année, l'utilisation des tablettes permet aux candidats de se familiariser avec l'outil informatique incontournable aujourd'hui. Sont concernés par ce concours les candidats ayant le niveau bac et brevet. Un mot de sport maintenant, avec, je le disais, au sommaire, le tournoi scolaire des moins de 15 ans. La compétition se joue à Dakar. La Guinée entame le tournoi avec un face-à-face contre la Gambie pour les hommes. Et déjà sur place, des dispositions ont été prises et les équipes sont engagées à honorer le drapeau. Abdoulaye Diallo. À 24 heures du coup d'envoi du tournoi journal scolaire, le mot d'ordre des 2 sélections guinéennes est de finir vainqueur de ce rendez-vous sportif. Cela passe forcément par une bonne entame de la compétition. Les autorités ont pris toutes les dispositions nécessaires pour des résultats positifs. Les joueurs du civique scolaire masculin vont se frotter à leurs homologues sénégalais, gambiens, mauritaniens et sierra-léonais. Les filles seront face à la Gambie et au Sénégal en aller et retour à l'annexe du stade Abdoulaye Wade de Damiado, dans la périphérie de Dakar. Les champions des 2 séries représenteront la zone UFOA au prochain championnat d'Afrique scolaire en avril 2025. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.